Bonjour et bienvenue dans À travers le projecteur, le podcast où chaque invité nous partage son film préféré. Vous pouvez bien sûr retrouver ce podcast dans toutes les plateformes d'écoute. Spotify, Deezer, Apple Podcast, SoundCloud, même bien sûr YouTube. Je suis encore et toujours Ciné Touga le sage depuis récemment. Et aujourd'hui, je serai accompagné d'un invité que déjà j'affectionne tout particulièrement, qui fait aussi partie du podcast game, tout comme moi, et qui s'est lancé il n'y a pas si longtemps. Je présente bien évidemment Rien sur ce film, alias aussi Acide Podcast. Comment vas-tu ? Bah ça va et toi ? Mais ça va très très bien. En tout cas, voilà, une belle présentation bien sûr. Enfin quelqu'un du podcast game, ça fait plaisir. On a eu le clap il n'y a pas si longtemps, mais maintenant voilà. Une nouvelle tête qui est arrivée dans le podcast il n'y a pas si longtemps avec Acid Podcast. Ça fait plaisir en tout cas. Moi j'aime beaucoup ton contenu déjà, je tiens à le dire, avant d'oublier. C'est sympa. Donc ça fait toujours plaisir. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour ceux et celles qui te connaîtraient pas ? Bien sûr, déjà merci pour l'invite, c'est super cool, je suis ravie d'être là. Du coup moi je m'appelle Romane, je me suis lancée sur Insta pour parler de ciné il y a 2 ans maintenant je crois, avec plus ou moins de régularité on va dire, mais c'est toujours quelque chose qui me plaît. Et du coup j'ai commencé mon podcast culturel en novembre, ouais je crois que c'était fin novembre, et donc c'est aussi un support sur lequel je parle de ciné, mais aussi de culture de manière plus générale, et ouais voilà. C'est très bien. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de sujets qui sont vraiment intéressants et qui sont assez divers et variés. Donc, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, je sens vraiment qu'il y a du contenu, il y a du travail derrière. Je le ressens, tu vois. Étant si habitué des podcasts, parce que j'en fais aussi un. Je pense que vous avez l'habitude. Ouais. je ressens le travail derrière. Donc, vraiment, je tiens à te féliciter et de continuer. Voilà, parce que moi, j'aime beaucoup C'est ce bon. contenu. Et j'encourage bien sûr ceux qui font les podcasts. Faites des podcasts, c'est très bien les podcasts, surtout divers et variés. Voilà. Et ça c'est cool en tout cas. Et moi j'ai pris un plaisir en écoutant ce podcast-là. Acid Podcast, disponible sur quoi déjà ? Sur Spotify et sur d'autres plateformes aussi, je sais plus. Ouais, à peu près partout, sur Deezer, sur Apple, ouais, partout. Ok, bon voilà. Donc vous aurez le lien en description normalement, si j'oublie pas, sur le podcast. Donc n'hésitez pas à aller voir. Mais aujourd'hui, on parle pas du podcast Acide, on va parler de ton film préféré. Quel est-il d'ailleurs ce film préféré ? Il s'agit de Seven de David Fincher. Ah, Seven, donc réalisé bien sûr par David Fincher, bien évidemment, sorti en 1995 et nous raconte l'histoire de l'inspecteur William Somerset, joué par Morgan Freeman, un flic désabusé chargé de faire équipe avec un jeune idéaliste du nom de David Mills, joué par Brad Pitt. Ils enquêtent donc tout d'abord sur le meurtre d'un homme obèse. L'enquête vient à peine de commencer qu'un deuxième crime, tout aussi macabre, est commis, puis un troisième. Et donc petit à petit, les deux policiers vont faire un lien entre tous ces assassinats. Je vais pas en dire plus. Voilà. Déjà, avant de poser les questions fatidiques sur pourquoi c'est ton film préféré, je tiens à dire que quand même, allez voir ce film. Ah, c'est clair. Petit classique de film policier, un thriller policier qui est vraiment excellent de la part de David Fincher. Vraiment, pour ma part, donc je vous conseille vivement d'aller voir. Et ça m'a fait plaisir de le revoir déjà. Donc je tiens quand même à le noter. Donc voilà, vous savez déjà mon avis d'avance. Mais je veux savoir maintenant pourquoi d'ailleurs c'est ton film préféré. Qu'est-ce qu'il a en particulier ce film ? Alors, déjà, je considère que c'est vraiment un film parfait. Il y a rien dans ce film qui me plaît pas et qui me travaille dans le mauvais sens du terme. Et c'est aussi le premier film en fait que j'ai vu toute seule. Donc je l'avais vu au ciné, je l'avais vu pas au ciné du tout, je suis pas si vieille. Je l'avais vu chez moi en DVD, un peu par hasard parce que mon père l'avait et qui traînait sur ses étagères. Et c'est la première grosse claque que je me suis pris et c'est vraiment ce film qui a lancé ma passion pour le cinéma après. Donc il a un peu aussi cette place sentimentale où, en dehors du fait que ce soit un très grand film, c'est mon film qui m'a lancé dans cette passion quoi. Voilà, c'est le film déclencheur de ta cinéphilie. Ouais. Est-ce que tes parents étaient aussi
cinéphile, amateur de films, donc c'est peut-être aussi pour ça que tu voulais aussi t'initier un peu à ce média, ou c'est juste vraiment par curiosité, parce qu'ils avaient ce DVD-là en particulier, que tu t'es dit qu'il fallait regarder? Ouais, ils aiment tous les 2 regarder des films, mais pas vraiment les mêmes. J'avoue que j'ai beaucoup les goûts de mon père. Il m'a pas mal, transmis ce côté pour les films un peu dark, un peu glauque. Il m'a montré plein de vieux films de quand lui, il était jeune et qui, du coup, m'ont fait, aimer le cinéma. Mais donc ouais, c'est vraiment un truc qu'ils m'ont transmis et je pense que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'en regarde autant Mhm. et dans autant de genres différents aussi. Donc oui, voilà, donc c'est quand même une transmission, une passation un petit peu de passion, Ouais. voilà, et c'est vraiment très excellent. Et en plus de découvrir avec, je sais pas à quel âge t'as pu voir ce film-là de Seven, parce que quand même c'est un film qui est assez cru quand même dans l'ensemble. Je pense que j'avais, je sais pas, 15 ans, 16 ans peut-être, Oui, autour de ok. là, donc ça Mhm. va. Ok, c'est bon, c'est le bon âge quand même. C'est Oui, vrai bah que oui, je pense que c'est le bon. c'est vrai que c'est le bon âge, hein, parce que moi j'avais vu aussi des films à travers des VHS pour le coup de mes parents qu'ils avaient, et j'ai vu des films un peu trop tôt pour mon âge, hein. Par exemple Alien, voilà, ce sera le plus gros, voilà, c'est pas le même, la même ambiance on va dire, et vu un peu trop jeune pour le coup. Ouais, Donc voilà, non, toi ça va, c'était quand même au bon âge, donc c'est vrai que oui, ça oui. peut, ça a dû bien te marquer. Donc d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a autant marqué dans ce film, voilà, pour que ça te fasse un déclic pour te dire que ça t'intéresse le cinéma? Alors à l'époque, je pense que ce qui m'a vraiment eu, c'est le twist final en fait, c'est la première fois que je voyais pas venir une fin de cette façon et en même Mhm. temps que ça faisait parfaitement sens et où je me suis dit: «Waouh!» J'ai juste envie de le revoir tout de suite pour comprendre la façon dont on nous mène sur ce chemin tout le long et on s'en rend pas forcément compte, enfin en tout cas moi à 15 ans, je m'en suis pas forcément rendu compte la première fois et ouais, la première fois que je l'ai vu, c'est vraiment ça qui m'a attrapée quoi. C'est le twist final qui t'a fait prendre conscience que chaque élément dans le film est extrêmement important, et que avec Mmh. des yeux un peu innocents, de ne pas avoir toutes les informations, mais que quand même on se fait happer tout simplement par le film, par son ambiance. Est-ce Ouais. que l'ambiance aussi a dû jouer un énorme impact là-dessus aussi, je pense? Ah oui, oui, maintenant je pense que c'est un des trucs qui me plaît le plus. Mhm. C'est vraiment ouais, c'est tellement travaillé, c'est tellement un univers qui est à part et ouais, ça donne presque envie d'y rentrer alors que c'est complètement, terrible et crade et sale et en même temps, ouais, j'ai envie de rentrer dans ce film, quoi. Dès que je le vois, c'est ouais, je sais pas. Est-ce que d'ailleurs ce film, il t'a fait... enfin, est-ce que c'est ce genre de film que t'aimes le plus du coup? Vu que t'as vu Seven et que tu l'as adoré, est-ce que c'est un genre de film que tu apprécies le plus, que t'as une sympathie beaucoup plus grande? Ouais, c'est vrai, ouais. J'essaie de plus en plus d'essayer de voir, différents genres de films et cetera, mais c'est vrai que, ce genre de film très noir, très travaillé au niveau de l'ambiance et tout, c'est toujours vers là que je retombe quand j'ai envie de regarder un film où je suis sûre qu'il y aura quelque chose qui me plaît et ouais, c'est vrai que dans les années tout de suite après que j'ai vu Seven, c'est vraiment, vers ce genre de film que je suis allée instinctivement et ouais, j'aime bien, ouais. Donc l'esthétique a donc une part extrêmement importante dans le visionnage. Ouais, tout à fait, ouais. Mhm. Ok. D'ailleurs, est-ce que, en parlant de Seven, du coup, il faut qu'on parle de son réalisateur, David Fincher. Est-ce que d'ailleurs c'est ton réalisateur préféré aujourd'hui? Est-ce que quand t'as vu ses autres films, t'as retrouvé cette sensation-là avec Seven? Ouais, absolument, ouais. Ouais, j'ai une relation avec son cinéma qui est assez particulière parce qu'en fait, je m'interdis de regarder tous ses films tout de suite. Je m'autorise d'en regarder un nouveau tous les 1 an et demi, 2 ans, parce que j'ai pas envie d'arriver Ah au bout de oui! sa filmographie. Ah oui, quand même, ça c'est un gros écart quand même. Donc Ouais, bah, même encore aujourd'hui, t'as pas pu voir tous ces films encore de David Fincher. Lesquels t'as vu d'ailleurs pour l'instant de ces films? bah, quasiment tous, j'arrive au bout là. Ah, ok. Que j'ai pas vu, que je n'ai pas vu, il reste Benjamin Button, Mhm. Alien 3, mais bon, c'est voilà. Alien 3, c'est une expérience particulière, on va dire. Ouais, bah, ouais, on n'en parle pas trop de celui-là, mais ça a l'air d'être quelque chose et je crois que je sais plus, c'est pas tout maintenant. Oui, donc t'as quasiment tout vu. T'as vu quand même Oui, oui, les plus gros classiques, enfin, de Fincher. T'as vu du coup Fight Club, Zodiac. ouais, J'ai oublié? Non, mais pourquoi j'ai oublié là? Ça va plus du tout. Gone Girl. Voilà, Gone Girl, ouais. voilà, Gone Girl. Est-ce que ces films-là t'ont donné enfin, j'imagine un petit peu moins que Seven, mais ont eu la même approche, la même impact du coup par
toute cette ambiance, cet aspect très cru, très brut aussi du cinéma de Fincher. Ouais, bah, Seven, ça reste mon préféré parce que c'était le premier, mais c'est vrai qu'il y en a. Bah, je les aime tous énormément, même ceux que j'aime un peu moins, quoi. Un peu moins, je les aime quand même beaucoup. Par exemple, The Killer, je le trouve pas à la hauteur des autres, mais je l'aime quand même énormément. Et c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose. Je sais pas, j'ai l'impression de comprendre son cinéma d'une façon où je comprends pas forcément les autres réalisateurs. Enfin, c'est un peu. Je sais pas, il y a quelque chose d'un peu instinctif. Je saurais pas trop l'expliquer, mais je me retrouve pas mal en fait dans sa façon de voir les choses et de construire ses films en fait. C'est un cinéma qui te marque, ou que tu comprends. En fait, de la part de Fincher, peut-être que tu comprends moins par d'autres réalisateurs, c'est tout à fait normal. Après, Fincher, c'est aussi un réalisateur qui est assez facile à identifier, qui a une marque assez facile à reconnaître par ses ambiances très noires, très brutes. Les exemples parfaits sont Seven ou Fight Club, qui sont les deux plus gros exemples. Zodiac aussi fait partie de ça. Gone Girl aussi, même si c'est beaucoup plus... comment dire, c'est beaucoup plus nuancé dans la sorte, comme le film d'ailleurs qui est très dans la nuance. On n'a pas parlé de Social Network aussi, mais c'est vrai que lui aussi, ce film-là est beaucoup plus noir qu'on pourrait y penser dans son approche. De toute façon, on le voit, il faut qu'on en parle tout de suite par... le truc qui saute aux yeux, c'est ce filtre sur la caméra qui met tout le temps, qui désature complètement l'image, et Seven en est le parfait exemple. Et oui, il y a des réalisateurs où c'est extrêmement compliqué à voir, mais Fincher fait partie de ces réalisateurs où on devine très clairement ce qu'il veut proposer. Et c'est aussi un réalisateur qui est aussi très facile d'accès pour des gens qui veulent se lancer. Donc je pense aussi que c'est un très très bon exemple du fait que c'est aussi ton film préféré. C'est un très très bon réalisateur aussi que je mettrais dans les réalisateurs à regarder en premier si vous voulez vous lancer dans la cinéphilie, parce que Fincher a vraiment une marque, une patte bien à lui, et en tout cas dans cet aspect assez noir, notamment dans la narration, dans les détectives généralement, dans les films détectives d'enquête. C'est très noir, c'est très nuancé, c'est très brut, c'est très désaturé. Et Seven en est la preuve la plus vivante. Il y a peut-être aussi Zodiac qui est un peu dedans. Fight Club est un peu dans un registre un peu plus différent parce qu'on parle plus du capitalisme, etc. Donc on a aussi cet aspect plus politique. Mais Seven fait partie... voilà. C'est le film à voir, je pense, en premier, de Fincher. Plus que Fight Club. Beaucoup de gens diraient Fight Club en premier, mais je trouve que Seven est peut-être le départ, le b.a.-ba. Donc je pense que tu as vraiment réuni le parfait exemple de comment se lancer dans la cinéphilie, et ça se démontre complètement par le fait que c'est ton film préféré. Et justement, qu'est-ce qui te fascine autant dans le cinéma de Fincher? Qu'est-ce qui est l'attrait principal qui te fascine le plus là-dedans? Non, je pense que c'est vraiment sa mise en scène. C'est un homme qui est vraiment très très perfectionniste. Enfin, il y a une phrase qu'il a dit, je sais plus comment c'est, où en gros il faut qu'il filme au moins 7 fois avant de pouvoir vraiment commencer à tourner. Je sais plus comment est la phrase exactement, mais vraiment il fait attention à tout, et tout est construit, tout est symbolique, et en fait peu importe le nombre de fois où tu regardes ces films, tu découvres toujours des nouvelles choses et des nouvelles façons de comprendre l'histoire, etc. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Genre tu peux pas te lasser d'un de ces films, parce que chaque revisionnage est pas le même en fait. Enfin, je trouve ça vraiment assez passionnant. C'est exactement ça, c'est un point que je voulais venir, c'est que Fincher est connu, comme tu l'as dit au tout début, par ses twists finaux, mais généralement un film avec un twist final, quand on connaît son twist, généralement, la deuxième fois, quand on connaît le twist final, c'est pas très... Enfin, on perd la saveur du premier visionnage. Là, pour Seven, c'est vrai, pour aussi Fight Club, c'est complètement différent. On arrive à apprécier ces 2, 3, 4, 5 visionnages, notamment, comme tu dis, par tous ces micro-détails, tous ces détails que Fincher laisse dans ce film, qui sont fascinants. Parce que, bien sûr, moi j'ai vu le film il y a même pas une semaine.
avant qu'on enregistre ce podcast. Et je fus fasciné par le nombre de micro-détails. Et ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus après, parce que je pense qu'on va avoir un gros pan sur la fin du film et sur le méchant du film. Ouais. On dit pas qui c'est, mais, mais et j'étais fasciné par ces micro-détails qu'il laisse. Et je trouve que ce qui marche plus dans Seven que dans Fight Club, parce que je prends cet exemple-là, parce que c'est deux films avec deux gros twists à la fin qui sont ultra Ouais. connus. Je trouve que ce qui a marché dans Seven et ce qui a pas marché dans Fight Club, c'est justement à quel point il a été minutieux dans la façon de laisser des indices qui sont à peine perceptibles dans Seven, alors que dans Fight Club, c'est beaucoup plus gros, c'est beaucoup plus grossier, on le remarque assez facilement, presque dès le deuxième visionnage, alors que Seven, il faut quand même bien décortiquer, il faut bien creuser, il y a des couches qui sont quand même assez Mm. profondes pour trouver toutes ces informations dans Seven, et ce qui rend la chose encore plus belle après plusieurs visionnages. Et c'est ça qui fonctionne. Alors, après, moi, je vais te poser la question, mais quelle est d'ailleurs ta scène préférée du film? Est-ce que c'est bien sûr la scène de fin, ou est-ce qu'il y a d'autres scènes qui sont un peu plus démarquées, qui mériteraient autant de visibilité que cette scène de fin? C'est une bonne question, hein. Bah, c'est que la scène de fin, bon, voilà, elle est vraiment iconique, donc c'est dur de passer outre. Mais après, moi, il y a la scène aussi où il rentre pour la première fois dans l'appartement du tueur et ouais, qui est vraiment genre au max du glauque et du malsain et qui est vraiment une scène que j'adore. Je pense que c'est une de mes préférées, mais je pense. C'est vrai que quand on parle de cette scène où on rentre dans l'appartement du tueur, c'est la quintessence du perfectionniste de Fincher, parce que, petite anecdote comme ça que je donne, c'est tous les cahiers qu'on voit, tous les carnets de notes que notre cher Mm. tueur écrit, ce sont d'authentiques cahiers qui ont vraiment été écrits. Ils ont pris un budget, je sais plus, je crois 10 ou 15 000 dollars. Quand j'ai vu l'info, j'ai fait, mais Fincher s'est tellement emmerdé à créer cette ambiance-là et à rendre la chose tellement réelle et tellement plus plausible. Et c'est assez hallucinant. Alors moi aussi, je te rejoins un petit peu sur... Au lieu de parler de la scène de fin, parce que la scène de fin, on va en parler en long et en large en travers, je pense, après. Parce que bon, quand même, quand vous passez à Seven, je pense Oui. que vous passez certainement plus à la scène de fin ou au duo d'acteurs, Morgan Freeman et Brad Pitt, qui ça aussi on va en Ouais. parler. Je vais parler plutôt de la scène de la paresse, où on découvre le cadavre qu'on Mm. pensait mort. Une scène qui m'a terrorisé pendant des années, vraiment, parce qu'on s'y attendait pas Ouais, c'est à vrai. ça. Le corps momifié, on se dit, bon, il est mort, de paresse, ça fait un an qu'il est là. Et là, on te met... Mm. et là, on te fait comprendre que le mec, il bouge encore. Tu fais, stop. Ah ouais, C'est le crémeur, ouais. terrifiant. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est une vraie personne là-dessus. Le maquillage derrière, ça n'a aucun sens à quel point le Ouais. maquillage est fou. Et c'est comme ça d'ailleurs dans toutes les scènes. Il y a aucun trucage quasiment. Dans ce film, tout est réel. Le corps qu'on voit de l'obèse à l'autopsie, c'est un réel cadavre. C'est pas un réel cadavre, c'est un vrai corps qui a été mis là. Donc Fincher, il est Ouais. vraiment allé loin, très très loin dans le glauque, pour vraiment rendre son œuvre extrêmement réelle et crue. Et Mm. ce sont des micro-détails comme ça, comme tu l'as bien spécifié, des détails que Fincher amène, qui font toute sa différence, je trouve, au film, et qui rajoutent justement cet aspect extrêmement noir au film, et qui fonctionne magnifiquement bien. Ouais, c'est clair. On va parler un peu moins des cadavres, on va parler maintenant un petit peu plus du duo d'acteurs principal, parce que là, depuis 20 minutes, on parle, mais on n'a pas toujours pas parlé. Les deux acteurs principaux du film, Ouais. qui quand même crèvent l'écran dans ce film, Mm. Morgan Freeman et Brad Pitt. On pouvait s'attendre à ce que le duo d'acteurs ne marche pas. Tout le contraire. Tout le contraire, Ouais, c'est vraiment. on a, je crois, le meilleur duo qu'on pouvait avoir quasiment. En tout cas, dans ce qui est présenté, un Morgan Freeman très millimétré, très serein dans sa façon d'être, très cadré, vraiment l'expérience pure. Il est parfait dans ce rôle, je trouve. Et Brad Mm. Pitt qui se révèle enfin, quoi. Ouais. C'est le film quand même qui révèle complètement aux yeux du monde Mm. notre cher Brad Pitt, parce que les autres films qu'il a fait avant, il y avait Thelma et Louise, mais c'était un rôle secondaire. Il y Ouais. avait Entretien avec un vampire, mais ça a été Ouais, partagé c'est avec sorti avant ça? C'était avant, oui, Entretien avec un vampire, OK. mais il était un peu en second plan parce qu'il y avait Tom Cruise. Et après, il y a eu, je Ouais. crois qu'il y a eu un autre film avant, mais j'ai plus le nom. Ah oui, c'est ça, c'est les Récits d'automne, je crois, c'est ça. Je ne sais plus son nom.
je crois que c'est ça le nom. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, c'est les récits d'automne qui est sorti avant. Ah non, les légendes d'automne, je crois, c'est ça. Ok. J'ai enfin retrouvé avec. Oh, mais j'ai plus les noms, moi, ça commence à m'énerver. Avec Anthony Hopkins, voilà, pardon. Ah, ok. Qui d'ailleurs, on retrouvera d'ailleurs dans Meet Joe Black, hein, mais ça, c'est après. Mais voilà, c'est le film qui marque vraiment la super popularité de Brad Pitt. Et quel film, hein. D'ailleurs, Mm. Seven, qui pour moi est dans son top 3, top 4 de ses meilleurs films de tous les temps, hein, et c'est complètement mérité. Hein. Il Ouais. transcende dans le film, mais c'est pas tout à fait le héros principal, hein, notre cher Brad Pitt quand même. C'est le deuxième perso principal, parce que le perso principal est quand même c'est Morgan Freeman, et je trouve que Seven est un peu un rôle qui, je sais pas pour toi, mais qui je trouve est moins parlé qu'on ne pense dans ses plus grands rôles à Morgan Freeman. On parle surtout de son rôle dans Les Évadés, hein, qui est tout aussi incroyable, ou Million Dollar Baby. Mais je trouve que Seven, c'est pour moi le film où je trouve un Morgan Freeman le plus sincère de toute sa filmographie. Moi, il y a une scène qui me marque, qui m'a marqué, c'est la scène de l'appartement où Morgan Freeman, il arrive, il dîne avec Brad Pitt et sa femme. Oui. Et sa femme, Gwyneth Paltrow. Et le rire qu'il a dans cette scène, j'ai jamais autant chialé de rire avec lui. Je sais pas comment... Je sais même pas si cette scène a été improvisée ou pas, mais c'est tellement sincère. Je pense pas. Je pense pas, mais son rire, il a l'air d'une sincérité, mais monstre, et j'étais en mode, mais... J'ai rigolé pendant 2-3 minutes après cette scène, tellement il m'avait terminé de rire. Je n'ai jamais connu une scène pareille dans ma vie, et je me dis, mais on a posé un climat entre les deux qui était assez froid, et cette scène-là, genre, débloque tout. C'est juste avec ce rire, ça m'a terminé. Et bien sûr, après, tout l'aspect où... il va de plus en plus se faire confiance à notre cher Mills, donc Brad Pitt, et bien sûr sa vision sur le monde assez très noire, hein, très déshumanisante. Hein. Il le dit lui-même, hein, que le monde est très déshumanisé. Opposé complet à Brad Pitt, hein, qui est un éternel optimiste et qui est un idéaliste. Et c'est un combo qui fonctionne très bien. Qu'est-ce que t'en as pensé d'ailleurs de ce duo-là dans ce film ? Bah, comme toi, je suis vraiment séduite par le duo, je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Et ouais, bah, cet archétype du mentor désabusé vs jeune qui est plus idéaliste et tout, je trouve que c'est un schéma que j'aime bien. Et ici, qui marche bien, quoi. Franchement, y a pas un moment où j'y crois pas, en fait, à ce duo, et où je me dis, ils interagissent pas de façon convaincante. Enfin, ouais, très bon duo, quoi. Ah oui, un très bon duo. Mais on va y revenir plus tard sur les duos. Alors, je sais pas si tu sais, mais on aurait pu avoir plein de duos complètement différents dans ce film. Mais ça, on y reviendra plus. Ah ouais. Ça, on va y revenir plus dans la partie jeu, dans la petite anecdote. Mais c'est pas tout de suite. Voilà, je tease un petit peu. On va parler on va parler un peu de ce duo-là, parce que ce duo-là, on aurait pu avoir des tout autres duos, et ça aurait peut-être beaucoup moins marché. En tout cas. Mais on garde ça bien plus après. Là, on va quand même parler... Il faut quand même qu'on mette un contexte à ce film. Seven, comme on l'a dit au début, hein, un film bon que t'as pas encore vu, parce que c'est le deuxième film de Fincher. Avant ça, il a réalisé Alien 3, expérience catastrophique de la part de Fincher, hein, qui le dit lui-même, hein, que c'est sa pire expérience, parce que la production le laissait jamais rien faire. La Fox lui a laissé aucune carte blanche là-dessus. Et Seven arrive en délivrance complète, puisque c'est l'opposé complet d'Alien 3. C'est peut-être le film où il a le plus de liberté, hein. Il avait quasiment eu carte blanche, mais ça, c'est ce qu'on croit. Parce que Seven a quand même mis 9 ans à être réalisé, hein. Quand même, avant Alien 3, il était déjà en cours de réflexion, dont 7 uniquement pour l'écriture, du scénario. Parce qu'en réalité, le film aurait pu avoir une tête complètement différente, puisque on avait les studios en fait jugé le scénario complètement choquant, hein. Voilà, ce principe-là de Seven, d'un monde désabusé, déshumanisant,
très cru, très brutal. Les studios n'en voulaient pas, hein, bien sûr. Hein. On s'en doute, hein, les studios. D'ailleurs, ça, Oui. faut qu'on en parle des studios qui sont très frileux de ce genre de scénario, qui exposent un peu le monde réel. Hein. C'est assez navrant là-dessus. Mais heureusement que Fincher s'est quand même battu pour ça, parce que on a failli avoir une fin. Et parce que là, on fait la transition pour la fin, la scène de fin. La scène de fin n'aurait peut-être jamais pu exister dans la forme actuelle où elle aurait pu naître. Alors déjà, en fait, cette fin-là, c'est un peu un consensus de deux parties. Hein, parce qu'il y avait un côté, l'extrémisme pur de Fincher dans son scénario qui était presque encore plus choquant que ça. Et d'un autre, les studios qui voulaient faire une fin complètement différente. Attention, je vais lancer la partie alerte spoiler. Voilà, je tiens à le dire, puisque là, on va quand même parler de la fin, c'est quand même l'embriquement final du film. Oui. On arrive du coup dans cette dernière scène où on est dans un parc éolien, bien sûr, où Mills, donc Brad Pitt, pointe son pistolet en face de John Doe, joué par Kevin Spacey. Et oui, hein, on ne le savait pas. Voilà, personne ne le savait. Ça, d'ailleurs, faut en parler. Ça. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres films qui ont fait ce principe-là de ne pas révéler l'acteur qui joue le méchant. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples de ça. J'avoue que là, j'en ai pas, mais peut-être que ça a été fait. Hein. Je sais pas. Peut-être que ça a été fait, mais en tout cas, c'est original quand même. C'est le film le plus connu à avoir utilisé ce procédé. Je ne comprends pas pourquoi personne ne réutilise pas ce procédé, parce que je le trouve génial, ce principe. C'est que c'est cool. J'étais complètement choqué. Hein. Quand tu le vois pour la première fois, son visage entier de Kevin Spacey, quand il arrive dans le commissariat et bon, qui interpelle les détectives. Aussi, ouais. Oh, c'est vrai que cette scène, on aurait pu la mettre dans nos scènes préférées, mais c'est quand même... j'ai les poils qui s'érissent. Mais pourquoi J'ai les poils qui s'érissent. Fantastique, surtout quand il interpelle et que... On sent que Brad Pitt est complètement KO, en fait, cette affaire. Hein. On le voit dans son visage, déjà, il est complètement KO. Et on arrive dans cette scène finale. Là, on a un paquet qui est arrivé. Une boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte hein, cette fameuse phrase. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Et une tension. Alors, je sais pas si ça t'a fait ce même effet, mais moi j'ai l'impression que la scène, elle dure 15 minutes cette scène. Est-ce que t'as cette ressenti-là de dilatation du temps vers la fin du film ? Je trouve aussi, alors que quand je vois le minutage du film, il dure que 4 minutes. Hein. Toute la scène dure 4 minutes. C'est vrai ? Oui. Enfin, 4-5 minutes. On est à 5 minutes, on est à un peu plus de 5 minutes. On a l'impression que ça dure 15 minutes cette scène. Hein. C'est irrespirable. Ah ouais, je pensais que c'était plus long, ouais. T'as cette sensation-là quand tu vois cette scène de... Ouais, c'est suffocant, ouais. Ouais, c'est suffocant, on est d'accord. Où t'es complètement suffoqué, tu sais pas du tout comment tu vas réagir, tout le dénouement à la fin, bien sûr, avec les 2 derniers péchés capitaux qui sont arrivés et qu'ils arrivent. C'est assez fou de se dire ça, quoi, que ça dure pas si longtemps que ça. Ouais. Et je trouve que c'est une capacité de Fincher que peu de réals ont, cette dilatation du temps au bon moment. Parce que on est assez d'accord là-dessus. Je pense que tout le film est assez rapide dans son exécution. On a pas les meurtres, les péchés capitaux arrivent assez rapidement. Mais on arrive à la fin, tout se dilate. T'as l'impression que ça dure 4 heures. Mais c'est les 4 bonnes heures, quoi. C'est au bon moment, quoi. C'est la fin, faut y aller, quoi. Faut y aller. Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as vu cette scène la première fois ? Bah, il y a ce truc où tu sais que quelque chose va... Enfin, tu sais qu'on est sur le point d'arriver à quelque chose d'horrible, parce que jusque-là, tout le schéma du tueur est hyper millimétré, donc tu sais qu'il a quelque chose de prévu, tu sais que le twist arrive, et puis... Et en même temps, j'avais pas imaginé ça, genre... J'avais pas réfléchi aux choses de cette façon, et puis le moment où ça se passe, t'es en mode waouh. Tu t'es fait quoi, genre j'étais là, voilà, waouh. tu t'es fait avoir complètement. Est-ce que t'avais une idée de ce qu'il aurait pu y avoir avant qu'on te révèle, où il y avait vraiment rien qui te traversait l'esprit ? Non, bah ouais, comme je l'ai dit, c'était vraiment le premier film de ce genre que je voyais et tout, donc j'étais pas habituée encore à réfléchir. Je pense que si je l'avais vu pour la première fois aujourd'hui, j'aurais peut-être plus prévu ça, mais c'est vrai que, ouais, à l'époque, pas du tout, quoi. Oh, mais on est deux, hein. C'était pareil. Hein. Quand t'es tellement encapsulé, émerveillé par l'ambiance, et en fait, tu te laisses guider, qu'à la fin, bah, on te révèle ce qu'il y a dans la boîte, hein, pour tous ceux qui sachent.
pour tous ceux qui sachent, hein, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Ouais. Enfin, tout est parfait dans cette scène. Enfin, tout est parfait. En plus, le pire, c'est qu'il y a un effet Mandela. Parce que moi, dans mon esprit, on voit ce qu'il y a dans la boîte. Je sais pas si tu as ce même effet-là. Mais non. T'as- Non, parce que moi j'ai toujours aimé qu'on voit pas ce qu'il y a dans la boîte. C'est que Ouais. je trouve. Mais est-ce que tu as eu cet effet-là dans tes Ouais. souvenirs où tu t'es dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on nous a montré dans la boîte ou ça t'a jamais fait cet effet-là? Jamais pour le coup. Hmm. Mais oui, je peux comprendre, ouais. Et parce que moi, ça m'est arrivé, tu vois, cet effet-là, où de me dire, attends, mais avant de voir le film, je me dis, attends, mais on va voir vraiment ce qu'il y a dans la boîte. Dans ma tête, je me souvenais d'une scène en plus supplémentaire où on voyait ce qu'il y avait à l'intérieur, mais pas du Ah tout. ouais? Mais oui, mais pas du tout. En fait, on voit juste le bout de sang, hein, la goutte de sang qui est sur le carton, et c'est tout. En fait, Ouais. on nous le montre pas, et ça, c'est fort parce que dans l'inconscient collectif, et je sais pas si les auditeurs qui vont écouter ça, ils ont eu ce même effet-là que moi, mais moi j'avais l'impression vraiment qu'à l'intérieur, on voyait la tête, hein, voilà, Ouais. désolé, hein, la tête de la Non. personne qui est à l'intérieur. Et en fait, non. Donc en fait, c'est assez fort. En fait, Fincher a réussi à rentrer dans nos cerveaux complètement, hein. On peut même le dire. Enfin, et bien sûr, hein, quand on parle de cette scène, il faut qu'on parle aussi bien sûr de la performance, hein, des 3 acteurs, hein, parce qu'ils sont vraiment tous excellents. D'ailleurs, c'est quoi ta performance préférée des 3? Est-ce que c'est Brad Pitt, Kevin Spacey ou plus Morgan Freeman? Oh, c'est dur comme question. Compliqué, hein. Compliqué. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je trouve qu'ils jouent tous parfaitement, quoi. C'est après dans la scène finale, j'avoue que la performance de Brad Pitt est quand même. Ah oui, quand il Ouais, est... il me donne les larmes aux yeux à chaque fois. Ça prend à sa voix et tout. Enfin, incroyable. Il y a un conflit qui est énorme avec Brad Pitt, hein. Moi, c'est la performance qui me retient le plus. Ouais, c'est celle-là, hein, c'est celle de Brad Pitt. À la fin, les larmes aux yeux, c'est un choix cornélien. Il a un choix à faire qui est bon, que je ne souhaite à personne, hein. Même à mon pire ennemi, c'est le pire choix. Les deux choix sont horribles, ouais. Ouais, il y a pas de bon choix. Oui, il y a pas de bonne fin. Il y a pas de bonne fin, mais en fait, si, il y a des bonnes fins parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a les studios voulaient une fin complètement différente de celle qu'on a eue. Ils voulaient sauver la personne, ils voulaient la sauver. Ce que Fincher il a fait non, sinon moi je me barre du projet. Et aussi Brad Pitt qui l'a rejoint complètement dans l'esprit. Il a dit mais c'est non en fait. Le film ne tient plus sinon, ouais. Non, Brad Pitt. Brad Pitt. Ah oui, et Morgan Freeman aussi, pardon, j'oublie Morgan Freeman, mais aussi, ils étaient tous les deux dans le même esprit que, non, en fait, la fin ne doit absolument pas être une fin heureuse, hein. Oui. Et ça, c'est un. Il n'y a plus d'intérêt. Voilà, il n'y a plus d'intérêt. Mais c'est ça aussi le problème avec les studios, je trouve. Je sais pas si tu vas me rejoindre là-dessus, mais on dirait qu'ils sont hors sol des fois, hein. Ils pensent vraiment que la meilleure chose pour un film, c'est toujours de terminer avec une fin heureuse, quoi. Ouais. C'est assez... Alors que bon, pourquoi vouloir une fin heureuse quand on peut avoir une fin dramatique ou triste, hein, en vrai. C'est plus compliqué, ouais, c'est vrai. Dramatique ou triste, c'est assez compliqué. Mais dans un autre spectrum de la fin, on a Fincher qui a voulu aller encore plus loin que la fin d'origine, hein, où... Spoiler encore une fois, Brad Pitt tue John Doe. Et dans le scénario de base, Fincher cut à la première balle. C'est-à-dire qu'il tire, cut, fin, générique de fin. Ce qui pour moi aurait été une fin extraordinaire parce que ça nous laisse en fait l'ouverture sur le fait que la tuer ou pas. On peut se poser la question. Moi j'aurais adoré cette fin. Au final on le voit le tuer, mais au final... Ça nous a pas laissé en fait avec la phrase que cite Morgan Freeman à la fin, qui cite, je sais plus de qui d'ailleurs. Je sais plus, ouais. Qui dit que le monde est une incroyable chose, qu'il faut la protéger à tout prix. Et après il dit je suis d'accord avec la deuxième partie. Voilà, ça résume parfaitement le personnage de Morgan Freeman, hein. Parce que bon, rien qu'avec cette phrase vous comprenez que le monde est un peu pourri, mais il faut quand même le protéger. Je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, hein.
c'est le film qui le démontre le mieux, quoi. C'est le film le plus pessimiste, hein, en quelque sorte, de Fincher. Ouais. Oh, ils sont tous quand même. Ouais. Oui, c'est quand même le plus. Ouais. Il le dit C'est explicitement, vrai. quoi. Il le dit explicitement que c'est Mm. vraiment un monde complètement à chier, quoi, en quelque sorte. Alors que dans les autres, on le sous-entend. Là, dans le film-là, c'est quand même explicitement dit, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. D'ailleurs, avant qu'on passe au jeu, il faut quand même qu'on parle de... Je sais pas, d'ailleurs, tiens, tu vas me dire, est-ce que tu as remarqué, à travers tes différents visionnages de Seven, les moments où on aperçoit John Doe dans le film, avant la grosse révélation? Est-ce que tu as des moments où tu arrives à le savoir, où il aurait pu être, comment il a eu ces informations-là, que pourtant on l'a pas vu au premier plan? Alors, en dehors des scènes du photographe et tout, Voilà, et de la exactement. course-poursuite. Voilà, exactement. Dehors de ces deux scènes-là. Alors, je t'avoue que ça fait un moment que je l'ai pas vu là. Il va falloir que je le revoie, mais. Aïe, dommage. Mais Ouais, ça me dit rien. ça te dit rien parce que quand j'ai vu le film, parce que j'ai deux scènes en particulier où on aperçoit John Doe qui fout tellement de sens, dans le sens où il y a des informations à laquelle on pensait que Morgan Freeman avait, par exemple, que le fait que Gwyneth Paltrow donc était enceinte dans la scène. Ouais. Et en fait, si on regarde bien, il y a un homme en noir qui rentre avec la tête un petit peu de Kevin Spacey, même si on le définit pas trop bien. C'est quand même assez... c'est pas si bien défini que ça. Mais on le voit se le mettre dans une... Enfin, on le voit le mettre dans une table juste à côté, vraiment à la diagonale pure de leur table, et comme s'ils pouvaient écouter leur conversation. Ah ouais? Ah oui, c'est assez flagrant pour le coup. Et la deuxième scène... C'est après le meurtre de la luxure, où t'as Brad Pitt et Morgan Freeman qui vont interroger un mec, tu sais, dans une boutique qui crée des outils en cuir assez spéciaux, on va dire ça. Et on voit un mec derrière avec un parapluie qui reste derrière la porte pendant toute la scène, qui bouge quasiment pas, qui fixe les deux détectives et qui se barre juste avant la fin où les gars se barrent, quoi. C'est les deux seules fois où j'ai pu voir à peu près, je suppose être John Doe. Ah, purée, John Doe. Et faut que je le revoie, hein. Je l'avais pas vu, ça me dit rien. je te conseille, parce qu'en vrai, quand tu fais attention, surtout à l'arrière-plan, c'est assez hallucinant. J'ai trouvé que ces deux exemples-là, j'ai pas trouvé d'autres exemples. Peut-être qu'il y en a plein d'autres. Peut-être qu'il y en a qui sont beaucoup plus flagrants que ça. Il y en a peut-être que c'est moi qui joue des tours. Mais c'est ça aussi, cet aspect-là qu'on apprécie, toi et moi d'ailleurs, de Fincher, c'est ce qui nous donne tous les liens possibles, en fait. On se dit pas, en fait, à un moment, oui, mais du coup, c'est une facilité scénaristique de se dire que il savait telle ou telle information. Il le démontre par le fait que, voilà, il nous montre de façon assez subjective, tu vois. Enfin, pas subjective, mais assez... Oh, j'ai plus le mot. J'ai plus le mot. De façon subtile. Voilà, subtil. J'ai fait trouver le mot. Ouais, j'ai trouvé le mot. Subtil. De façon subtile les choses. Et ça fait plaisir. C'est pour ça que j'aime beaucoup Fincher aussi en tant que réalisateur. Il est très subtil dans sa façon de faire. Et ça va te donner aussi une raison d'aller revoir le film. Voilà. Je redonne les raisons aux gens de revoir leur film préféré, donc c'est pas plus mal. Voilà, c'est pas plus mal. Et donc oui, c'est ça qui est bien. Donc voilà, est-ce que t'as d'autres infos que tu veux parler, ou est-ce qu'on passe au jeu directement? Bon, écoute, on peut passer au jeu, hein. Ah, je vois que le jeu il t'intéresse, hein, parce que j'ai vu que j'ai titillé ta curiosité tout à l'heure, parce qu'on a quand même parlé du duo emblématique du film, Morgan Freeman et Brad Pitt, mais ça aurait pu être bien plus différent. On va commencer d'abord par Brad Pitt. Il n'y a qu'un seul nom qui aurait pu prendre la place de Brad Pitt. Est-ce que tu sais qui c'est? Je l'ai su il y a un moment, mais là je t'avoue que je saurais pas retrouver. Ah, la mémoire n'a pas fait bien son travail. La mémoire est pas là. Hein. Ah, dommage. Non. C'était Denzel Washington qui a... mais oui. Ils avaient déjà travaillé ensemble, Morgan Freeman et Denzel Washington, sur le film Glory. En vrai, par contre, pour le coup, si c'était Morgan Freeman, Denzel Washington, ça aurait très bien marché aussi, je pense. Un autre duo qui aurait extrêmement bien marché pour le coup. Parce que Denzel est un formidable acteur aussi. Je pense qu'il n'y aurait jamais eu de problème là-dessus.
Je pense que l'équivalent d'un Morgan Freeman Brad Pitt, ça aurait été Denzel Washington Morgan Freeman, ça aurait tout aussi bien marché, je pense. Moi, il y Ouais. a pas trop de problème. Et en plus, d'ailleurs, Denzel Washington a avoué que c'était le film où il regrettait le plus de l'avoir snobé. Parce qu'il avait... Ah ouais? ouais, parce qu'il l'avait jugé, quand il avait vu le script, trop sombre et maléfique. Alors pour le coup, Ouais, oui. c'est lui qui avait refusé le rôle? Ouais, c'est lui qui avait refusé le rôle, justement, parce qu'il l'avait jugé trop sombre et maléfique. Alors, d'une certaine façon, on peut le remercier, parce que du coup, ça a fait découvrir Brad Pitt au grand monde, ce qui est pas plus mal. Ouais. Ce qui est pas plus mal, et qui a d'ailleurs créé un grand lien d'amitié avec David Fincher, hein, parce qu'après il sera dans Fight Club. Donc quand même, faut quand même remercier Denzel Washington pour ça. Mais c'est quand même, je sais pas ce que t'en penses de ce duo-là, Morgan Freeman, Denzel Washington. Est-ce que tu l'aurais bien vu dans ce film? Ouais, franchement, ouais. Ça aurait pu marcher, hein. Ça aurait pu marcher, hein, on est assez d'accord là-dessus. Par contre, Ouais. pour le rôle de William Somerset, alors là, Ouais. on a Voilà. une liste un peu plus grande de personnes qui auraient pu incarner ce personnage. Est-ce que déjà... Alors, petite devinette, voilà. On va jouer un petit peu, c'est un petit jeu. Tu vas essayer de deviner quels acteurs auraient pu jouer ce rôle-là de Morgan Freeman. Qui aurait pu avoir la carrure ou le charisme pour jouer ce rôle-là de William Somerset? Qui tu vois en tête, là? Oula. Compliqué. Oula. Compliqué comme exercice. Ouais. J'essaie de me rester... Oh. Bah, je sais pas, j'arrive pas à imaginer quelqu'un d'autre, en fait. Je sais pas. Tu te dis, en fait, Morgan Freeman, c'est tellement le haut du panier que tu vois aucune autre personne, quoi, prendre sa place, en fait. Ouais. Mais alors, moi, je vais te donner des noms. Voilà, je vais te donner des noms. Vas-y. On aurait pu... Alors, quand j'ai vu ces informations, j'étais stoïque et choqué. On aurait pu avoir Harrison Ford dans le rôle. Ah ouais? Il était considéré dans le rôle. Waouh. Harrison Ford dans ce genre de rôle-là... Ça aurait... Ouais. Sceptique, en même temps, ça m'intrigue un peu. ça intrigue. Ouais, ok. Je trouve que le rôle qui se rapproche un peu plus de William Somerset et que Harrison Ford a joué, c'était dans Blade Runner 2049, quand il reprend ce rôle, où il est un peu la personne un peu vétéran qui connaît un peu le milieu, et ça avait fonctionné. Mais le voir là dans ce type de rôle-là, je sais pas. Ouais. C'est compliqué. Je le vois un peu moins. Étonnant, en tout cas. Ouais, c'est étonnant. Après, le deuxième acteur qui aurait pu incarner ce rôle, c'est Al Pacino. Ouais, ok. Al Pacino, alors oui, on le reconnaît aussi, hein, il a déjà joué un inspecteur, la même année d'ailleurs, hein, qui est sorti, c'était Hit, de Michael Mann, mais bon, hein, c'est pas le même genre de détective, quoi, qu'on a eu. Al Pacino, là encore, bon, immense acteur aussi, hein, ça, il n'y a pas de doute. Mais en fait, tu vois, en fait, le problème, c'est dur de voir, à part Morgan Freeman, c'est très dur, en fait, quand tu vois à tel point comment il nous a marqué Morgan Freeman, c'est vrai que c'est très dur de voir un autre acteur devant. Mais c'est les acteurs qui étaient potentiellement considérés. Ouais, mais qu'est-ce que t'en penses d'Al Pacino? Alors, je t'avoue qu'Al Pacino, je connais pas énormément de choses de lui, voire très peu. Donc j'ai du mal à me projeter en dehors de l'image que j'en ai, etc. Mais ouais. Ça aurait pu, mais Ouais, ça aurait pu. Moi, je trouve que de tous les acteurs là que je vois, même Harrison Ford, même Al Pacino, Morgan Freeman quand même, dans ce genre de registre-là et de rôle, ça lui va tellement bien à la peau que j'en voyais pas d'autre. Et le dernier, c'est Gene Hackman, voilà, qui aurait pu être pressenti pour jouer le rôle. Aussi, hein, immense acteur, Gene Hackman pour le coup. Mais compliqué encore une fois, compliqué. Pour le coup, Gene Hackman, je le vois beaucoup moins bien dans ce rôle, tu vois, de William Somerset. Ouais, on a l'habitude de l'avoir en tant que méchant, il est formidable en tant que méchant, Gene Hackman, mais pour le coup là, je sais pas. Après, je sais pas ce que t'en penses toi aussi de ton côté.
Moi, j'en pense que je suis en train de chercher dans quoi il a joué, parce que je sais pas si je le connais. Alors, ses Euh, rôles, ses rôles les plus connus à Gene Hackman, il a joué Lex Luthor dans Superman, par exemple, c'est lui. Il a joué dans Ok, Mississippi Burning, par exemple. Il a joué dans Impitoyable, donc de Clint Eastwood, dans Conversation secrète de Francis Ford Coppola. ok. Donc voilà, c'est à peu près. Enfin, c'est ses Ouais, rôles mais les plus connus de Quick and Death, donc aussi de Sam Raimi. Bon, mais même si c'est un rôle ok. un peu moins connu. Donc voilà, il a quand même joué dans des films qui sont quand même Ouais, ouais. reconnus, mais quand même, je le vois moins aussi dans ce rôle. Donc voilà, c'est les trois grands rôles, c'est les trois grands acteurs qui auraient pu remplacer Morgan Freeman. Je pense que pour le coup, on était bien lotis avec Morgan Freeman. Ouais, c'est clair. Et surtout, Fincher a eu le flair parce qu'il a jeté son dévolu sur Morgan Freeman, justement. C'est lui qui a voulu Morgan Freeman. Et ben, il a bien fait. Merci. Ouais. Merci, David. Merci, David Fincher. Bah, oui, merci. C'est On clair. peut le remercier pour ça. Donc voilà, c'est tout pour les jeux. Voilà, c'est clair que voilà, c'était un petit jeu tranquillement. D'ailleurs, tiens, sur tous les acteurs que je t'ai présentés, quelle est la paire d'acteurs qui t'aurait le plus intéressé, à part Morgan Freeman, Brad Pitt? Quelle est la paire qui aurait peut-être le plus marché selon toi? Dans ce que tu viens de dire là, Ouais. bah écoute, le duo Harrison Ford-Denzel Washington, j'avoue qu'en vrai, ça aurait pu être quelque chose. Ça aurait pu être un beau mélange, Je sais hein. pas. Ah oui, ça aurait pu être Ouais. un mélange intéressant. Je te rejoins là-dessus. Si on avait enlevé Morgan Freeman et Brad Pitt de l'équation, déjà Denzel Washington, ça aurait été un Ouais. excellent choix. Et Harrison Ouais, Ford, ouais. c'est peut-être celui que j'aurais mieux vu dans le rôle. Donc ouais, moi je te rejoins aussi complètement là-dessus. Donc bravo. On se rejoint Ça là-dessus. aurait peut-être été nul, on sait pas, mais. On Mais ouais, je sais pas. Voilà, dans un univers parallèle, on aurait peut-être pu avoir un Seven avec Harrison Ford et Denzel Washington, hein. Donc c'est quelque chose. Mais je pense qu'on est dans le bon univers avec Ouais. cette paire Freeman-Pitt. Donc voilà. Et puis voilà, dernière petite question, voilà, avant de se quitter. Est-ce que tu as des produits dérivés en rapport avec Seven? J'ai des livres sur Fincher de manière générale, Mhm. mais avec Seven en particulier, je crois pas, hein. Non. Non, à part le DVD, bien sûr. Voilà, on se doute. Ouais. Mais, Le DVD de mon père. mais après, voilà, les Mais. livres sur Fincher, j'imagine qu'ils doivent parler un petit peu aussi de Seven aussi dedans, j'imagine. Oui, oui. Oui, donc ça compte. Ouais, ouais, ouais. Voilà, des gros bouquins Ouais, de c'est Fincher. sympa. Voilà, ça compte, tu vois, des gros bouquins de Fincher qui parlent de Seven, qui a expliqué tout ce qu'on vient de dire, voilà. On paraphrase dessus. Ouais. On paraphrase dessus, voilà. On vous donne toutes les infos possibles, imaginables. Mais donc voilà. Est-ce que t'as une petite anecdote à nous partager sur le film ou pas? Ou est-ce que tout a été dit Bah écoute, là je vois pas. J'aurais dû me préparer mieux et prévoir des anecdotes cool. Oh, même si on vous en donnait Euh, quelques anecdotes cool quand même, hein. ouais, bah après, ouais, je crois qu'il y a tout un jeu autour du chiffre 7 dans le film, mais je saurais pas te citer des exemples précis, Bah, à part mais qui revient partout. les 7 péchés capitaux, qui est quand même le plus évident. Voilà, c'est un peu Ouais, logique. oui, bah ça, ouais. Mais Mais tu vois, je suis curieux. Ça, j'avais pas fait cette allusion-là sur l'obsession du 7. Donc ça, c'est ouais, bah après, intéressant. bref, j'aurais bien aimé me préparer plus, avoir des exemples plus précis. Non, pas de souci, Mais hein. mais je suis une mauvaise élève. Aïe, aïe, aïe. Non, Ouais, je crois pas. non, pas d'exemple particulier. Bah, c'est pas si grave, hein. Je pense qu'on vous a déjà donné pas mal de petites anecdotes pendant tout le podcast, ce qui est pas plus mal en soi. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Vous pouvez bien sûr la retrouver. Merci pour l'invitation. Bah oui, ça fait toujours plaisir. En tout cas, vous pouvez toujours la retrouver sur Instagram, sur le nom de Rien sur ce film, ou bien sûr son podcast, Acid Podcast, voilà, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et allez écouter ça, voilà, je redis encore, allez écouter ce podcast, c'est très très bien. Ça fait toujours du bien d'avoir des nouveaux podcasts ciné sur pas mal de sujets différents, donc voilà, je fais la petite pub, bien sûr.
Et bien sûr, Merci. ah bah ça fait, c'est de rien, en tout cas moi ça fait toujours plaisir de donner des nouvelles indications aux éditeurs pour qu'ils aillent écouter d'autres choses, parce que c'est toujours intéressant de se documenter, d'écouter aussi d'autres podcasts, Ouais. d'autres horizons. Donc c'est pas plus mal. Et bien sûr, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom bien sûr de Cinétouga. Je fais mes petites critiques audio comme d'habitude, même si c'est en baisse un petit peu de rythme en ce moment, je vous avoue. C'est pas non plus incroyable, puisque aussi je me concentre sur les Reels. Et oui, je me lance un petit peu sur les Reels, sur les vidéos, même si vous voyez toujours pas ma tête, mais vous m'avez toujours ma belle voix, où je réponds à pas mal de questions des personnes justement qui posent des questions dans l'univers du cinéma pour apprendre un petit peu plus sur ma personne, ou juste s'amuser de moi, me poser des questions trolls que j'ai déjà dû répondre, et ça me terrifie d'avoir ces questions là, mais aussi vous pourrez poser des questions sur d'autres passions qui me passionnent tout simplement, que ce soit l'art, enfin pas l'art mais plutôt l'art musical, voilà, je tiens plus à dire ça, l'art musical, que ça soit aussi comment dire, j'ai perdu les mots, c'est pas possible ça. Que ça soit la musique, pardon, que ça soit les animés, la littérature, n'hésitez pas. Voilà, ça fait toujours plaisir de parler de différentes passions aussi à travers vous. Donc voilà, allez sur mes vidéos, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, elles sont toutes disponibles bien sûr. Et vous posez votre question en commentaire et j'y répondrai sous peu. Enfin, ça prendra un peu de temps quand même avec le montage, etc. et de trouver les réponses. Parce que des fois, il y a des questions que des gens m'ont posées. Ça m'énerve déjà, donc je ne dirai pas les noms des personnes, mais elles se reconnaîtront, hein. Je sais leurs questions, je sais qu'elles me l'ont envoyé, je leur ai déjà dit ce que j'en pense de leurs questions, mais je vais y répondre, hein. Ça va être compliqué, mais je vais y répondre, hein. Ça va prendre du temps. Et sinon, bien sûr, vous pouvez retrouver à travers le projecteur, bien sûr, sur toutes les plateformes d'écoute, que ça soit Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et même bien sûr YouTube. Laissez aussi un commentaire et bien sûr laissez une petite note, 5 étoiles, c'est toujours mieux possible, sur Spotify, bien sûr, si vous l'écoutez sur Spotify, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi votre avis aussi sur comment était l'épisode, quelles sont les choses à améliorer. La critique est toujours la bienvenue chez moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et aussi, pour tous les gens dans l'Insta Cinéphère, si vous ne l'avez toujours pas vu, allez voir le dernier épisode hors série sur pourquoi l'Insta Cinéphère est incroyable. Mais pas que, avec Soupir, qui est un excellent épisode aussi, que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas, moi sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, à dimanche, le midi, comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis bye tout le monde, et à la prochaine.